Bonjour à toutes et tous. Au nom des quatre partenaires que sont l'État, le Conseil régional Bretagne, l'Établissement public foncier de Bretagne et la Banque des territoires, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du cycle d'animation Les territoires innovent pour un foncier responsable. Quelques mots sur les territoires innovent que vous avez parfois déjà entendus, mais je pense également aux personnes qui nous suivront en replay. C'est un réseau qui s'adresse prioritairement aux élus des communes et intercommunalités de Bretagne et à leurs équipes techniques, et qui accueille aussi très largement les acteurs de l'aménagement durable qui les accompagnent. Le réseau est centré sur le partage d'expériences des collectivités à travers des webinaires thématiques qui visent à favoriser la sobriété foncière, le renouvellement urbain et le dynamisme des centralités. Ce réseau existe depuis 2020. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2024, nous avons eu l'occasion de partager des expériences sur l'approche économique des projets d'aménagement sur friche avec 4 webinaires courts des communes de Ivignac-la-Tour, Saint-Malo, Quessoy et Pontcroix. Nous avons également examiné l'expérience des communes de Tréguier et Noyal-Musillac sur la rénovation patrimoniale de leurs projets en centralité. Le Pays des Abers et Vallon de Haute-Bretagne Communauté sont venus partager leur expérience d'opération de revitalisation des territoires. Et sur les projets d'aménagement de Pipriac et Plérin, nous avons focalisé sur l'importance de la place de l'eau dans ces projets et les bénéfices. Nous avons également en octobre examiné la thématique du foncier des zones d'activité économique avec les expériences de Rennes Métropole et d'Inan Agglomération. Et vous avez également pu bénéficier cet été du fait du soutien des territoires Innov à l'association Bruded, de l'opportunité de participer au cycle de visite qui a été organisé sur les aménagements adaptés au changement climatique. Alors, toutes ces rencontres, depuis 2020, ont fait l'objet de capitalisation, de ressources qui sont mises à votre disposition ou relayées sur la page internet de l'Adréal Bretagne dédiée au territoire Innov. Et pour conclure cette année 2024, nous vous proposons actuellement un dernier cycle de 2 webinaires courts que nous avons intitulé Des collectivités qui rendent leurs habitants acteurs de la sobriété foncière. Pourquoi? Parce que l'objectif de zéro artificialisation nette nécessite un changement de paradigme en matière d'urbanisme et d'aménagement. Après des décennies d'étalement urbain, la question se pose de savoir comment on peut renouveler et densifier les cœurs de ville et les cœurs de bourg sans se heurter à l'opposition des habitants. Et si une partie de la réponse se trouvait dans la place active donnée aux habitants par les collectivités dans leurs projets? C'est cette piste que nous vous proposons d'investiguer à travers les témoignages de 2 collectivités bretonnes. Saint-Martin-des-Champs est venu témoigner de son expérience mardi. Aujourd'hui, c'est Grand Fougeray qui est avec nous, avec Madame Drian, sa mère. Et nous espérons que la diversité et la qualité de ces témoignages vous permettront de nourrir vos projets territoriaux. Ce webinaire est animé par Margot Rat, patron d'Auxilia Conseil. Elle est accompagnée de Simon Corne, avec qui je vous laisse. Et bien sûr, je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction et sans transition, je vous propose de passer à la petite session quiz. Donc pour nos habitués, vous verrez apparaître sur votre écran une fenêtre qui vous permettra de voter. Et donc je vous présente la première question. Entre 2011 et 2021, en Bretagne, quelle proportion de l'artificialisation des sols est selon vous liée à l'habitat? Est-ce que c'est réponse A 56%, réponse B 65%, réponse C 74%? Alors, on rappelle que ces données peuvent être discutées. Là, l'idée, c'est d'avoir en tête un ordre de grandeur et d'avoir des éléments de contexte qui nous permettent voilà, de discuter ensuite les sujets. Je propose de... Allez, on vous laisse encore quelques secondes pour voter. Ouais, je crois que tout le monde a voté. Je propose de mettre fin au sondage. Alors, les avis sont très divergents. On a autant de réponses sur les trois possibilités et la bonne réponse était 74%. Alors, en Bretagne, voilà, chaque année, les surfaces mobilisées à destination de l'habitat représentent environ 3 quarts de la consommation foncière et 1 quart est dédié plutôt aux activités économiques, donc 74%. Et cela représente 8,3% des consommations en France pour 4% de la population. Voilà, à l'échelle nationale. Et bien sûr, on constate des disparités et des différences à l'échelle régionale entre les territoires. Vous avez à l'écran un graphique issu de Data Agence qui nous donne un aperçu de cette répartition sur l'artificialisation. Je vous propose de passer à la question suivante. En 2021, en France, à combien s'élevait la taille moyenne des terrains pour bâtir une maison individuelle? Est-ce que c'est la réponse A, 250 mètres carrés? Est-ce que c'est la réponse B, 947 mètres carrés? Ou est-ce que c'est la réponse C, 1050 mètres carrés?
Voilà, d'après vous, euh, quelle est la surface utilisée en moyenne à l'échelle nationale? On est bien à l'échelle française. Eh bien, nous avons une majorité de réponses pour la réponse B, 947 mètres carrés. Et bravo à vous parce que c'est en effet la bonne réponse. Alors, c'est une donnée qui est issue d'un, d'une étude de 2022, voilà, qui nous informe que 947 mètres carrés en 2021, c'est la tendance de fond. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en parallèle avec un autre sondage proposé par l'Institut Cantar qui se penche sur la préférence des Français sur la taille idéale du jardin. Et donc, vous voyez sur le graphique à l'écran, pour 41% des Français, un petit jardin inférieur à 250 mètres carrés est suffisant. Pour 37%, c'est un jardin de taille moyenne, entre 250 et 500 mètres carrés. Et pour 13 et 9%, un grand jardin, 500 à 1000 mètres carrés ou supérieur à 1000 mètres carrés. Donc là aussi, on rappelle que c'est bien des données à l'échelle nationale et qu'on a des disparités en fonction des régions. Mais voilà, on a certains Français et Françaises qui ont d'ores et déjà des aspirations qui vont dans le sens de cette densification et de cette sobriété foncière avec des tailles de jardin de plus en plus petites. Et un autre chiffre qui est intéressant à regarder, c'est la capacité de bâti au mètre carré qui évolue en fait énormément, puisqu'en 2011, sur 1 hectare de terrain, on pouvait construire 1950 mètres carrés. Et 10 ans plus tard, en 2021, sur cette même surface, 1 hectare de terrain, nous pouvons construire 2538 mètres carrés de bâti. Ce qui nous fait dire qu'en fait, on a une amélioration de l'efficacité de la construction, des techniques de construction et de densification urbaine. Voilà pour cette petite mise en contexte avec les questions. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu au quiz. Et on vous propose maintenant de donner la parole à Madame Dréon, maire de Grand-Fougeray, qui va donc nous présenter sur retour d'expérience la densification d'un écoquartier, les bergers du ruisseau du Château. Et donc, il va pouvoir nous en dire plus sur la démarche de concertation, le plan d'action et tout ce qui a été mis en œuvre. Madame Dréan, si c'est bon pour vous, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci beaucoup. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci m'avoir demandé finalement de partager effectivement cette expérience. Et vous allez voir qu'elle est peut-être insolite, mais puis il y a eu des évolutions entre le tout début de cette concertation et où on en est aujourd'hui. Mais l'objectif, effectivement, c'est de vous présenter un petit peu comment ça s'est passé. Alors, avant tout ça, je vais vous présenter rapidement quand même Grand Fougeray, parce que peut-être que certains d'entre vous ne voient pas trop où ça se situe. Donc, Grand Fougeray, c'est une commune de 2504 habitants maintenant, parce qu'ailleurs, nous avons fait notre recensement en début d'année. Donc, une commune qui est située entre Rennes et Nantes, quasiment à égale distance, on va dire. On est à 2 km le centre-bourg, en tout cas, de Grand Fougeray est à 2 km de la RN 137. C'est pour ça que ça nous a valu effectivement, comme vous voyez dans cette diapositive, la labellisation de village étape, hein, depuis 2010. Nous avons une commune effectivement très, très grande, que vous voyez par rapport à la superficie, et on a une surface agricole utile qui représente quasiment 90 de la surface de la commune. Et nous faisons partie effectivement de la communauté de communes de Bretagne Porte de Loire Communauté. Nous avions fusionné en 2017 avec nos homologues à côté de Moyenne, Vilaine et Sémenon, parce que nous étions une toute petite communauté de communes au départ. 4 communes, Grand Fougeray, Sainte-Anne-sur-Vilaine, Saint-Sulpice-des-Landes et la Domilès, 5500 habitants. Et en 2015, avec la loi NOTRe, nous avons été obligés de fusionner. C'est effectif au 1er janvier donc 2017. Alors, ce qui est spécifique à Grand Fougeray, c'est que cette communauté de communes, au départ, qui avait été, dont le président a été pendant toute sa durée, jusqu'en 2016, Alain David, qui avait été maire aussi de Grand Fougeray, c'est qu'il avait, dans un premier temps, souhaité qu'il y ait surtout un développement économique, donc avec l'accueil de la base Intermarché, d'ailleurs en 86. Et donc, ce qui est spécifique à Grand Fougeray, nous avons 2 parcs d'activités, dont un qui fait quasiment 100 hectares, et nous avons plus d'emplois sur la commune que nous n'avons de population donc active. Donc, c'est ce qui fait un petit peu notre spécificité finalement sur Grand Fougeray, avec de nombreuses entreprises sur le secteur. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur. Alors, le site, on va vous présenter effectivement le site des Berges du Château pour revoir la globalité sur la slide suivante, la globalité de la présentation. Alors, ce que vous voyez en hachuré
finalement, donc à l'est, c'est l'objet de notre projet Les Berges du château, du ruisseau du château. Vous montrez effectivement, vous voyez un peu la configuration, un centre-ville qui est un petit peu, même beaucoup en étoile, avec une place de l'église, l'ancien siège social de la communauté de communes qui est juste à côté. Donc la mairie, pharmacie, et cetera, maison de santé. Nous avons un hôpital local également qui regroupe un service de soins de suite et une maison de retraite également. Et puis donc 2 écoles à Grand Fougeray, donc sur votre curseur qu'on voyait un peu plus au nord, finalement, un tout petit peu plus au-dessus. Voilà, ici, nous avons l'école publique ainsi que la bibliothèque et à l'ouest également, juste en dessous, un peu plus bas, vous avez l'école Sainte-Anne, non, de l'autre côté, voilà, en dessous, voilà. Nous avons l'école Sainte-Anne qui est située donc finalement, voilà, on est à proximité du centre-bourg. Alors, un centre-bourg, effectivement, il y a une centralité commerciale, hein, quand même avec, de nombreux commerces. Il y a plus de 18 commerces à Grand Fougeray pour 2 500 habitants. Et ce qu'on ne voit pas sur la cartographie, qui est située un peu plus, finalement au sud, nous avons un parc d'activités, qui s'appelle les Lizardets et dont la partie commerciale est occupée pour l'instant essentiellement par le U-Express donc de Grand Fougeray, qui était un magasin alimentaire qui était au départ, finalement dans le centre-ville de Grand Fougeray qui a été donc déplacé. Mais la zone commerciale est aujourd'hui occupée uniquement par ce U-Express, donc il n'y aura pas de développement commercial autre possible. Il faut vraiment que les commerces se mettent dans la centralité. Alors, un découpage que vous ne voyez pas forcément ici, mais quand on fait le plan parcellaire, on a un découpage beaucoup en lanières, notamment dans le centre-ville, avec vous avez des anciens commerces. On avait le commerce avec à l'arrière une salle de préparation, le logement à l'étage et des petits jardins qui ne sont pas forcément accessibles finalement à partir du front de rue. En pente, effectivement, disant en direction de l'est vers le ruisseau du château, on a effectivement cet espace qui s'appelle les berges du ruisseau du château. Et ce qu'on ne voit pas sur la cartographie, effectivement, qui est un peu plus à l'est, c'est que les restes du donjon du château du Guesclin, donc c'est la tour du Guesclin qui existe, était une tour qui nous reste sur les 9 existantes. Et donc sur cette zone-là, quand on va revenir en détail, on a une zone humide et un espace boisé qui est assez intéressant donc à préserver. Sur la slide suivante, vous allez voir, c'est qu'au niveau du ZAN, vous avez eu comme tout le monde vos cartographies. Nous avons malheureusement aussi en centralité plutôt de Grand Fougeray, des zones qui sont dites blanches. Alors pour certaines, ce sont des anomalies, on va dire, pour d'autres non, pas du tout. Mais bon, voilà, ça nous a obligés effectivement à revoir un petit peu le travail de densification. Et vous voyez que, sur les berges du ruisseau du château, finalement, tout ce zonage est en zone bleue, donc dit en zone consommée. Donc c'est pour ça que ça nous a aussi intéressés de travailler sur cet îlot, pour, densifier, davantage. Alors, densification, sur la slide suivante, vous allez voir, alors nous avons été labellisés, je reviendrai tout à l'heure sur le label Petite Ville de demain, parce que nous avions signé notre RT au mois de mars 2023. Mais nous avions déjà, bien avant, commencé à travailler sur cet îlot. Alors, nous avons travaillé de manière différente. Il y a que vous voyez en partie au rose, la grande bande finalement de terrain qui est au nord. C'est un espace qui était réservé dans le cadre de notre carte communale de départ et ensuite dans notre plan local d'urbanisme, un espace réservé pour un projet, pour une extension éventuellement de l'hôpital. Donc finalement, vous verrez après que, je disais, ce projet-là n'a pas vu le jour et que, mais on l'avait gardé finalement dans cet espace. Et vous avez également, de part et d'autre, vous voyez d'autres petits linéaires roses sur la cartographie. Donc nous avions pour projet finalement, dans cette arrière, cette zone, vous avez un étang avec ce qu'on appelle ce ruisseau chemin des berges du château, avec une connexion possible avec, voilà, sur la partie sud, d'aller faire une connexion avec la tour du Guesclin. Donc nous avions acheté en 2018-2019 nous avions fait des emplacements réservés et nous avions fait des achats déjà des parcelles. C'était des petites parcelles, c'était pas des chemins, hein, c'était des parcelles pour nous permettre finalement de créer cette voie douce pour connecter, on va dire, le nord de la commune et donc et elle est au sud en toute sécurité pour les piétons donc et des vélos. Donc voilà, cette partie-là avait été faite, oui, en 2018, 2019. Depuis, par la suite, sur la slide suivante, vous allez voir, on a
je vous parlais du plan guide opérationnel. Effectivement, nous avons été labellisés Petite Ville de demain. Les services de la préfecture nous avaient contactés en octobre 2020. Alors, pas la bonne période, parce qu'en pleine crise de Covid, donc ça ne nous a pas permis d'avancer autant qu'on le souhaitait finalement en 2020. Sur la communauté de communes, 2 communes labellisées, Petite Ville de demain, Bain de Bretagne et Grand Fougeray. Donc, nous avons travaillé sur un certain nombre de fiches actions, et notamment sur ces fiches actions, ce qui nous importait, c'était de choisir et de prioriser des secteurs opérationnels pour, voilà, en phase diagnostique, quels étaient les secteurs où on aurait pu densifier davantage, compte tenu en plus de la configuration, on va dire, de ce qu'on appelle des découpages en lanières un petit peu de nos parcelles dans le centre-bourg. Et puis, alors, au tout début, en 2021, notamment 22, quand on a fait vraiment ce travail-là, on était loin en plus, de travailler encore sur la cartographie du MOS, mais après coup, on a vu que les secteurs à projet sur lesquels on souhaitait réellement densifier, eh bien, étaient, cohérentes, on va dire, avec les secteurs, de centre-ville qui étaient déjà considérés comme étant consommés au niveau de notre MOS. Bon, il y en a à part un emplacement ou 2, mais une grande majorité finalement, qui étaient finalement déjà consommés. Alors, l'objectif étant effectivement le choix de ces secteurs, c'était des secteurs effectivement où il y avait du potentiel de développement, des fonds de parcelles notamment, mais aussi d'assurer une certaine continuité avec les modalités de déplacement, des voies douces existantes ou pas, et puis de voir effectivement comment se déplacer des zones habitées vers les équipements publics, vers les commerces, les équipements, enfin les équipements publics, c'est encore en cours également pour tout ce qui est activités sportives, mais au moins tout ce qui était mairie, poste, les services de santé, on a choisi, priorisé, on va dire, ces secteurs pour la densification. Alors, sur la fiche suivante, vous allez voir, on on a identifié, vous voyez, c'est tous les secteurs où nous avons identifié des potentiels de développement et toutes nos fiches actions. Alors, vous voyez, sur Grand Fougeray, nous avons énormément de fiches actions. Il y a une grande majorité, on a fait notre point dernièrement, des dossiers qui sont en cours. On va en lancer également quelques-unes là sur la partie Est. Et vous voyez, par exemple, ce qui est sur la cartographie, le secteur, c'est marqué 4 Ouest. C'était un secteur où nous avions identifié, par exemple, un potentiel. C'est un terrain à bâtir que nous avons acheté en 2020 à un prix pas très élevé, je dirais, 2,80 € le mètre carré en zone U. Mais le propriétaire qui a acheté le manoir qui était à côté n'était pas intéressé par l'intégralité de cette parcelle qui fait 1,3 hectare. Par contre, aujourd'hui, dans le MOS, elle est en zone blanche. Donc, ce qui veut dire que ce projet-là, qui était sur ces sections 4, on ne va pas le développer pour l'instant. On verra après 2031. Mais pour nous, c'est un secteur idéal aussi à développer parce que pas trop éloigné du centre-ville et notamment du U-Express, enfin, de la partie commerciale qui est au sud. Mais voilà, donc il y a d'autres secteurs, vous voyez, qu'on a identifié également sur les berges le ruisseau de la Saute, justement, à côté de cette zone secteur 4. On a vu qu'il y avait un autre ruisseau qui permettait peut-être de faire des aménagements pour rejoindre la partie école, etc., vers le nord. Et donc, le secteur 4, excusez-moi, le secteur 3 sud, par contre, qui est déjà en développement, parce qu'on a eu pendant très longtemps un développement de la commune sur leur plan urbanisation vers le nord et non pas vers le sud. Donc, on a essayé de rééquilibrer finalement le développement, enfin, de l'implantation des habitations vers le sud, parce que plus proche finalement des commerces et des équipements publics et des commerces. Donc, sur cette partie, sur ce document-là, vous verrez sur la fiche suivante, en détail, la fiche action, les berges du ruisseau du château. Alors, on a essayé autant que possible de coller, on va dire, nos noms de fiches avec les éléments paysagers qu'on pouvait avoir et puis qui nous identifiaient. Alors, pourquoi cette identification? Alors déjà, vous retrouvez sur ce zonage-là, justement, la grande parcelle que nous avions identifié comme étant un secteur à projet pour l'hôpital. Et sur cet îlot-là, on a identifié un certain nombre de parcelles
qui était en constructible, on va dire, mais donc pour les propriétaires, impossibilité, je dirais, de pouvoir, construire une nouvelle maison et cetera. Parce que pas d'accès possible à partir de la route qui est juste devant, qui s'appelle la rue du Four de Sion. Et donc, on s'est dit, eh ben, de ce quartier-là, du fait de ces arrières qui sont, le long du ruisseau avec un étang, un aspect paysager, de faire plutôt un écoquartier, vraiment en centre-bourg. La parcelle la plus importante, qui était sur le secteur à projet, on avait identifié cette parcelle pour faire des logements collectifs sociaux, pardon. Et ensuite, pour le reste du site, eh bien, de faire de l'habitat intermédiaire ou individuel. Mais au lieu que chaque propriétaire finalement, construise, une maison supplémentaire, c'est de leur proposer finalement de densifier davantage, avec des petites maisons finalement, malgré tout, pas des immeubles bien évidemment, mais des petites maisons et ce qu'on appelle la construction en B&B. Donc voilà sur cette partie-là, l'îlot, comment il a été présenté. Alors, si on revient un petit peu en détail, sur la fiche suivante, sur notre démarche de concertation, dans le cadre de PVD, nous avons fait énormément de concertations. Vous voyez quelque là une planche avec des photos et cetera. Alors on a fait des entretiens individuels, effectivement, avec notamment des commerçants, mais pas que. On a fait un questionnaire, on a fait des balades urbaines, on a fait des tables rondes, comme indiqué, sur l'habitat, le commerce, sur les services, sur les équipements. Enfin, on a intégré nous avons un conseil municipal des enfants, donc qui a également participé au groupe de travail. Pour les professionnels, notamment les commerçants, les services, c'était un peu plus compliqué pour eux, donc c'était des entretiens individuels. Nous avons fait 2 séminaires des élus pour que justement les élus également s'approprient, complètement la démarche et puissent être également aussi des ambassadeurs pour, voilà, faire accepter, on va dire, notre projet globalement de densification, mais pas que, mais, sur également le développement des mobilités, des voies douces sur la commune. Alors, je disais effectivement, c'était pour s'assurer du portage des actions. Et puis, important, construire un discours effectivement cohérent avec l'ensemble des citoyens. Alors, on a eu une participation variée, en fonction notamment des ateliers. Mais environ, on avait une trentaine de personnes à chaque fois qui étaient présents. Alors des fois les mêmes personnes présents sur les différents groupes de travail. Donc ça, c'est des choses qui ont été menées surtout, sur, 2022. Donc quand ça a été fait, on a diffusé largement également toutes nos fiches actions. C'est sur la slide suivante. Nous avons fait le choix de faire une bande dessinée. Alors sur lequel je pense que vous aurez pas de mal à me reconnaître finalement sur, cette petite bande dessinée. Nous avons la chance d'avoir un illustrateur qui habitait la commune et finalement pour vendre, enfin pour présenter nos projets, c'est une bande dessinée qui est à disposition même sur notre site internet. L'idée étant de dire, bah, voilà, quelle est la vision de Grand Fougeray en 2035 et on a essayé autant que possible, bah, de mettre en image, finalement, à peu près la globalité de nos projets sur, une photo ou 2 finalement sur, alors cet outil de communication a été très largement, je dis, partagé et ça a permis finalement à chaque, citoyen de mieux, on va dire, appréhender nos dossiers. Sur la slide suivante, si on revient plus en détail sur le projet, dans la fiche action, nous avions identifié construire au moins 33 logements en densification de ces fonds de parcelles. Un aménagement effectivement sur le site parce qu'il y avait effectivement le ruisseau, cette végétation qu'on souhaitait absolument préserver. Donc vous voyez finalement, à gauche de votre écran finalement, bah, une idée un petit peu, voilà comme ça, c'est pas contractuel, mais de ce qu'on voulait faire sur ces berges. Et puis surtout d'avoir une intégration également, des mobilités. Alors le projet a évolué un petit peu. Rappelez-vous la slide que je vous ai présentée tout à l'heure, où on a vu qu'on avait déjà des parcelles que nous avions achetées, notamment ou sur lesquelles il y avait, un espace réservé. Sur la slide suivante, vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, depuis, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. C'était pas c'était pas une fiche action qu'on souhaitait prioriser, mais il y a eu différents éléments qui ont fait qu'on a changé un petit peu notre fusil d'épaule.
Alors, ce qui s'est passé déjà, c'est que la rue du Four de Sion, nous avions inscrit avec le SDE un effacement des réseaux. Malheureusement, ce projet a mis quasiment 4 ans à sortir de terre, hein, pour de différents motifs. Et déjà en septembre 2022, j'avais réuni tous les riverains de la rue du Four de Sion pour leur expliquer finalement comment allaient se passer les travaux, l'effacement des réseaux. Il y avait également un déplacement, création de nouvelles places de stationnement, élargissement des trottoirs. Au bout, sur la partie sud, il y avait une interdiction sur une partie de la route de circulation dans les deux sens. Il y avait un sens unique de circulation. Et on a essayé effectivement de faire en sorte de garder aussi à l'esprit que ça donne à l'arrière de l'hôpital de Grand-Fougeray et qu'il fallait laisser un accès pour les camions de livraison. Donc, au cours de cette réunion, en septembre 2022, voilà, nous avons profité de cette réunion pour les travaux, pour leur dire, au fait, je voudrais faire un zoom sur la fiche action que nous souhaitons mettre dans notre opération de revitalisation du territoire, notre ORT. Et je leur ai montré effectivement par cette cartographie qu'il y avait un certain nombre de fonds de parcelles qui étaient constructibles, mais pour lesquels les propriétaires auraient eu des difficultés à les rendre constructibles, enfin finalement pour les vendre, pour construire une autre maison finalement. Donc nous avions en un effectivement noté que nous avions acheté déjà des bouts de parcelles pour la mobilité. Et il s'est avéré sur la parcelle 2, vous voyez, donc sur la parcelle où il est marqué le petit 2, seule la parcelle qui est la plus au sud, qui est en dessous, voilà, avait fait l'objet finalement d'un espace réservé. Ce propriétaire, finalement, qui était propriétaire de la maison juste au-dessus, monsieur et madame sont décédés à même pas 6 mois d'intervalle. Ils n'avaient pas d'enfants. Monsieur 102 ans, madame 97 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. Et compte tenu du fait que nous avons eu un espace réservé, eh bien, le notaire nous a contactés en nous disant, donc ça c'était l'année dernière, est-ce que nous souhaitions acheter, on va dire, la propriété. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, l'hôpital n'ayant pas de projet vraiment d'agrandissement, eh bien, nous avons procédé avec l'EPF. Donc, c'est l'EPF qui a porté le projet. La convention, vous voyez, a été signée en juin dernier. L'acquisition des 2 parcelles ainsi que la maison ont été formalisées au mois d'août. Depuis, effectivement, il y a une autre parcelle à côté qui est juste au-dessus, finalement, de l'étang, comment dire, qui est en vente également. Donc là, on va voir effectivement s'il n'y a pas une partie du terrain qui est en zone naturelle qu'on va acheter ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre des réunions que j'avais fait en septembre, et suite à la parution effectivement à notre délibération du mois de juin, parce qu'on a délimité un périmètre d'études avec l'EPF, et on a calqué, on va dire, le périmètre d'études avec l'EPF sur la totalité de notre zonage. Et donc, depuis, nous avons 2 propriétaires qui nous ont contactés et qui étaient vendeurs de leurs parcelles. Donc là, nous avons transmis les informations directement à l'EPF. Concrètement, il y a un propriétaire qui est d'accord avec la proposition qui a été faite, donc ils vont passer chez le notaire prochainement. Et donc, il y a la 4, notamment aussi, là, qui est en cours, et la 3 également, et ben là, ça va se faire rapidement. Et il y en a une autre également depuis, je crois que j'en ai encore reçu une autre, où on va pouvoir négocier. Il y a le propriétaire là, de la parcelle qui est la plus au sud, qui est en rose également assurée. Là, je l'avais déjà rencontré, donc il faut qu'on le recontacte. Juste au-dessus, il y a une très grande parcelle également. Alors lui, par contre, vient d'acheter la maison il y a 1 an et demi. Alors je sais qu'il n'est pas forcément vendeur de la totalité, mais la parcelle est assez grande. Donc là, il faut que je le rencontre à nouveau. Mais donc, c'est bien par des rencontres individuelles là que j'ai rencontré ces propriétaires pour leur expliquer eh bien, notre démarche et puis savoir si eux aussi, ils étaient vendeurs. Donc, à part un aujourd'hui, il y a une grande majorité, effectivement, qui sont intéressés, notamment sur la partie nord, la maison qu'on va récupérer, enfin, qu'on va reprendre après à l'EPF. Il y a une petite, je ne sais pas si vous voyez à l'est, il y a une toute petite cabane, hein, on va dire, qui n'a pas de valeur, on va dire, patrimoniale en tant que telle, hein,
et sans doute elle va être déplacée, démolie. Ça va nous permettre d'élargir. Alors c'est carrément l'autre côté, sur la partie qui est en vert, la le petit le alors il y a la maison qui est finalement la plus grand, voilà, ici, et là, à côté, il y a un petit bout, une petite cabane qui va être démolie sans doute, et ça va nous permettre d'élargir, notre voie d'accès et de desservir et de désenclaver tous les fonds de parcelles. Donc c'est l'objectif finalement de faire, de désenclaver toutes ces fonds de parcelles. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a eu cette opportunité, on va dire, d'acheter, donc là, par l'intermédiaire de l'EPF, c'est déjà les 2 grandes parcelles, et il y a des démarches qui sont encore en cours, et donc on n'a pas été obligé enfin, on a mobilisé un outil. On a eu de la chance surtout, je pense, d'avoir pris assez en amont, d'avoir rencontré certains propriétaires, déjà dès septembre 2022, et moi, en juin 2023, j'ai rencontré, individuellement, quasiment tous les propriétaires, pour les sonder un petit peu sur d'autres, pour venir pas forcément sur cet espace-là, mais sur un autre espace sur lequel on a un projet devant l'hôpital. C'est la même chose, j'ai rencontré individuellement, les propriétaires pour savoir s'ils étaient vendeurs et comment est-ce qu'ils voulaient être accompagnés, et surtout il y en a certains qui nous disent: «Bah, nous, on voudrait bien faire quelque chose», notamment devant l'hôpital. On ne le voit pas sur cette cartographie, mais il y a un espace assez important aussi, où la propriétaire, les parents sont usufruitiers uniquement. Il y a un enfant qui est propriétaire et qui, elle, finalement, a fait sa vie sur Nantes, qui ne reviendra pas par là, et les parents sont assez âgés, et dit effectivement: «Bah, nous, on n'y voit pas d'inconvénient». Donc là, je suis en contact, vous voyez, avec un promoteur également, par l'intermédiaire également des propriétaires, pour travailler un projet dans sa globalité. Alors pour l'instant, on ne travaille pas concrètement sur les projets de construction, on est plutôt là sur la maîtrise du foncier, et en fonction effectivement des terrains dont on pourra avoir, la propriété, c'est là qu'on va avancer ensuite pour travailler sur un projet immobilier, mais toujours en collaboration avec les propriétaires, pour qu'ils ne soient pas non plus, je dirais, affolés ou effrayés par le type de construction qu'on pourrait faire. Alors, on a pu le faire nous directement comme ça, juste pour vous dire également que sur les vallons de Vilaine, nous avons un conseil en urbanisme partagé, qui travaille sur, un accompagnement plutôt des collectivités pour l'instant. Et là, il y a une expérimentation qui va commencer cette année jusqu'à l'année prochaine. Il y a 2 communes de Vallon d'Haute-Bretagne Communauté et 2 communes de Bretagne Port de Loire Communauté qui ont déposé une demande, et il va y avoir un accompagnement de la part du conseil en urbanisme partagé, justement pour travailler auprès de collectivités ou de propriétaires privés, pour dans le même cadre du projet qu'on a pu faire nous à Grand Fougeray, pour savoir comment désenclaver des fonds de parcelles et les rendre accessibles, et à ce moment-là donc et répondre à des demandes de propriétaires qui sont propriétaires de terrains, mais dont l'entretien leur prend beaucoup de temps, et cetera, et notamment pour des personnes âgées des fois. Ça leur fait effectivement, une rentrée d'argent, non négligeable parfois aussi sur des terrains constructibles, et puis pour nous finalement, bon voilà, c'est exemplaire, dans le cadre du MOS et de la consommation foncière. Donc voilà sur la présentation, je pense que j'étais assez complète, donc s'il y avait des questions, alors j'ai vu passer effectivement une question tout à l'heure là sur, le chat concernant le risque d'inondation. Non, parce que c'est un petit ruisseau, et donc il y a une zone finalement qui est dans la zone naturelle qui est assez large, et c'est comment dire? Un petit étang, sur lequel il n'y a jamais eu, finalement de débordement, finalement spécifique, parce qu'il se déverse après au niveau du parc de la Tour du Guesclin, où là finalement il y a 2 grands étangs qui se remplissent, largement, donc il y a pas de problématique d'inondation. Très bien. Et pour compléter, il y avait une autre question un peu sur le même sujet, sur la circulation des eaux de surface et la création de réserves ou bassins de rétention sur la zone de construction. Ouais, alors on n'a pas encore, vu ça, mais c'est quelque chose qui pourra être traité finalement dans l'espace 5 là, où il y a des choses intéressantes à faire également, quoi. Mmh. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. C'est clair, c'est illustré. Voilà, on découvre une approche de concertation assez originale. On l'a vu avec la BD. On a d'autres questions qui sont apparues dans le chat, et notamment une question sur peut-être le rôle qu'a pu jouer votre équipe municipale aussi dans cette aventure. Est-ce que vous avez réussi à les entraîner dans la mobilisation des habitants?
et quelles ont été leurs réactions et leurs actions dans votre équipe? Alors concrètement, quand on a fait cette réunion également sur la rue du Four-de-Sion, sur la partie effacement de réseau, j'ai été accompagnée également avec d'autres, avec des élus qui étaient présents dans le conseil municipal, donc qui ont pu relayer l'information. Et vous voyez, par exemple, sur un des terrains, là j'ai une demande sur le terrain qui est identifié sur le plan numéro 4. Et bien là, c'est concrètement, c'est un conseil municipal qui en a parlé à la personne qu'elle connaissait très bien. Et cette personne, finalement, est revenue vers la mairie nous déposer un courrier comme quoi elle était vendeuse de son terrain. Donc oui, il y a les conseillers ont bien relayé finalement l'information parce qu'ils sont conscients également que dans la cadre du MOS, eh bien, on n'aura pas d'autres possibilités aujourd'hui. Sur Grand Fougeray, nous n'aurons que 4,9 hectares en extension possible. Alors, quand on dit extension possible, ou sur les zones blanches, comme vous voyez au niveau de Grand Fougeray, on n'avait que 4,9 hectares jusqu'en 2031. Sachant que le compteur ayant tourné depuis 2021, que nous avons déjà une consommation foncière qui a été déjà enclenchée, notamment par le projet de lotissement plein sud, qui était de 80 lots. Et donc, ben là, on n'en a fait que la moitié pour l'instant. Et sur la tranche 2, nous n'en ferons même pas la moitié ou un quart de ce qui était prévu, pour laisser effectivement aussi aux propriétaires privés la possibilité de vendre leur terrain également. Mais là, il y a une prise de conscience importante qu'on n'aura pas le choix. Oui, très bien. Une autre question qui prolonge un peu cette discussion. Est-ce que vous comptez aller jusqu'à l'expropriation pour les propriétaires récalcitrants à la vente afin de maîtriser la totalité du foncier identifié? Alors, pour l'instant, non. On sait qu'on a les outils pour ce faire. Moi, pour avoir fait on est dans une procédure également d'une déclaration d'utilité publique pour construire justement un nouveau restaurant scolaire entre les 2 écoles. C'est compliqué. Aujourd'hui, on est dans des procédures qui sont longues et cetera. On a d'autres secteurs où on pourrait faire de la densification. Donc, voilà, il y a pas de on essaiera de faire par la douceur au départ. Donc, on n'a pas envie d'aller jusqu'à l'expropriation parce qu'on sait que c'est compliqué dans les relations après, mais avec de la pédagogie, vous voyez, pour l'instant, je trouve qu'en apportant de la pédagogie, on arrive à des bons résultats. Ça marche. Une autre question, peut-être quelle densité d'habitation avez-vous d'ores et déjà prévue pour ce projet? Alors, si je reviens sur la fiche action, je crois qu'on y était. On a une surface d'emprise, là, privée qui faisait 6 500 mètres carrés et vous voyez, on arrive à 33 logements projetés. Pour une surface d'emprise privée et publique. Alors le tout, ça fait 8 000 mètres carrés, mais sachant que, il y a une partie du public là dans l'emprise que nous avons, il y a les voiries également qui sont dedans. Il y a une petite emprise, mais vous voyez, on a une densification quand même assez importante. Ouais, ok, merci pour ces éléments. Une autre question sur la mobilisation d'opérateurs. Est-ce qu'en parallèle des acquisitions foncières, vous avez mené un travail d'identification des opérateurs pour porter les logements? Pas pour l'instant. Non, parce que pas pour l'instant, parce que si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, ce projet, de comment sur, les berges du ruisseau du Château, il n'était pas forcément notre priorité, parce qu'on avait d'autres sujets qui étaient sous la table. C'est vraiment le décès des propriétaires de la maison et puis du terrain, qui a fait qu'on a bougé pour l'instant. Et je vous dis là, le travail la convention avec l'EPF a été signée qu'en juin dernier, donc c'est encore, assez récent. Mais, on veut pas, on va dire trop précipiter les choses, qu'on a déjà 2 gros projets sur la commune de Grand Fougeray, enfin 3 même. On a la réhabilitation de l'ancienne gendarmerie dont on est propriétaire depuis la fin de l'année 2020. Nous avons également une ancienne friche Moidon qui est dans le centre-ville de Grand Fougeray, sur lequel il y a eu une déconstruction des pollutions 2021. On va faire du logement pour personnes âgées et du logement meublé pour des travailleurs, également avec une salle d'animation. Donc les projets AIS sont lancés et le restaurant scolaire. Donc on a dit que là, on avait suffisamment déjà de travail avant de pouvoir lancer cette partie avec les promoteurs. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. D'accord. Et on a vraiment plusieurs questions sur ce sujet. Euh, Premièrement, est-ce que vous envisagez de petits immeubles à l'étage?
Et peut-être plus largement, est-ce que vous envisagez également une démarche participative pour la définition de ces projets de logement? Alors, oui, pour la partie participative, ça nous semble intéressant. Par contre, on fera pas forcément, compte tenu de la configuration avec, cet espace vert, naturel qui est à l'arrière des parcelles, on fera pas des grands logements. Par contre, à un autre, sur le comment la partie lotissement plein sud, au sud de la commune là, où là, par contre, on va faire, du R+1 plus comble parce que, avec des bailleurs sociaux. Alors par contre, la difficulté qu'on a aujourd'hui, vous voyez, on a lancé un appel à manifestation, d'intérêt sur, le projet de la friche Moidon en plein centre-ville, où là, malheureusement, la clôture de l'appel a montré qu'aucun opérateur ne s'est positionné. Aucun. Donc là, on va les relancer. Et il y a une certaine difficulté, je dirais, cette année, à trouver, je trouve en tout cas, à trouver des opérateurs, sur le logement sociaux, les logements sociaux, nous, pour vous tout vous dire, c'est Neotoa qui se positionnait, mais on en a pas énormément non plus à vouloir se positionner, cette année. Sans doute difficulté, on va dire, financière, et puis d'autre part, on sait que les bailleurs sociaux, pour certains, ont racheté également des queues de programmes de promoteurs également, et que peut-être que là, au niveau investissement, ils ont déjà investi, ce qu'il fallait. Mais on relance. Alors c'est vrai que sur, pour vous dire, c'est que sur la friche Moidon, on était parti également sur l'idée de faire un bail à construire. On voit bien que les opérateurs ne sont pas forcément, aujourd'hui, enclins à aller, c'était pour nous, ça aurait été vertueux de pouvoir aller au moins jusque-là, parce que on voulait conserver un caractère social après à ce terrain. Parce que vous savez, parfois, quand vous avez des logements sociaux, au bout de 15-20 ans, les bâtiments sont vendus, et que ça perd cette partie, on va dire, sociale, et qu'on voulait conserver. Donc en faisant avec un outil comme le bail à construire, on pouvait garantir, la destination de cet espace. Bon, ça se fait pas, donc on va retravailler notre projet. Madame Dréan, nous avons vraiment beaucoup de questions qui arrivent dans le fil de discussion, donc voilà, sans transition, je les enchaîne. Est-ce que vous envisagez d'utiliser le bail amphithéotique sur le projet? Alors sur celui-là, pour l'instant, non, je vous dis, on n'a pas à travailler, mais pourquoi pas? Notamment sur le grand espace, la grande parcelle où on voulait vraiment faire par contre une densification plus importante avec du semi-collectif. Là, sans doute que oui. Sur le reste, peut-être pas. Mais je vous dis, on a essayé ce bail amphithéotique, le bail à construire sur la friche Moidon dans le centre-ville, et on voit bien que tous les opérateurs sont pas forcément, enclins à aller là-dessus. Mais nous, on voudrait. D'accord, ouais, c'est une volonté. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des exigences environnementales par rapport au projet d'écoquartier sur le bâti, les espaces publics, etc.? Non, on ne l'a pas défini encore. C'est pas encore défini, mais on en aura quand même, parce que d'ailleurs sur le logement plein sud là, enfin le lotissement plein sud, c'est ce qu'on a fait. On a eu des exigences en termes de plantation, en matière de ce qu'on appelle de traitement, des eaux pluviales à la parcelle, et cetera. Donc on aura des exigences, mais on n'est pas encore sur cette partie-là, on n'est pas assez avancé. Et est-ce que ces exigences, ces orientations, elles sont issues de la concertation que vous avez pu mener ou c'était des prérequis initiaux? Les 2. C'est une exigence également, enfin en tout cas des prérequis, nous, des élus, et puis également, des on voit bien dans les échanges qu'on a pu avoir avec la population également, il y a des préconisations et des prérequis qui sont intéressants à travailler, et qui vont dans le même sens que ce que nous, on souhaiterait également. D'accord. Et une autre question sur l'avis des ABF sur votre projet. Est-ce que vous les avez sollicités? Quelle approche avez-vous eue vis-à-vis d'eux? Alors sur cet espace-là, pour l'instant, ils sont dans le périmètre des Bâtiments de France, cette partie-là. Alors je sais que là, nous avons revu notre périmètre effectivement, et là, on sera en arrière de parcelles, et cetera, et tant qu'on n'a pas, travaillé encore sur l'aspect, architectural, et cetera, on n'a pas contacté l'ABF. Mais par contre, comme on l'a fait notamment sur l'Arche Gendarmerie, vous voyez, ou la friche Moidon, parce que qui ont, ce qu'on appelle la friche Moidon, parce que c'est un ancien, site de négoce de produits agricoles, on l'appelle toujours comme ça. On a associé systématiquement l'ABF dès le début des groupes de travail sur ces projets-là. Systématiquement, on les concerte, tous, tous, tous. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas sur cette partie-là. D'accord, très clair. Et vous avez évoqué tout à l'heure lors de votre présentation le conseil en urbanisme partagé, le CUP. Est-ce que nous pourrions avoir des précisions sur son rôle, sa nature, le domaine d'intervention, etc.?
Alors justement, le conseil en urbanisme partagé. Alors nous, sur Grand Fougeray, nous avions justement si je reviens toujours à cette friche Moidon, hein, qui n'est pas là, mais qui est juste à côté de la mairie. Eh bien, nous avions profité de la présence d'un agent au service en conseil en urbanisme partagé qui a porté, on va dire, son point de vue, qui nous a permis de poser un diagnostic également et de voir comment on pouvait intégrer, de quelle manière intégrer ce projet. Après, effectivement, elle nous a aiguillés vers l'établissement public foncier. On a travaillé également avec d'autres partenaires. Mais leur idée, effectivement, c'est d'accompagner. Alors, là, ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'instant, c'était un accompagnement plutôt vis-à-vis des collectivités. Et que là, justement, on ouvre également, de par l'expérimentation qui va être faite à l'échelle de 4 communes, sur également un accompagnement auprès des privés. C'est-à-dire que c'est du conseil, c'est de la réunion, c'est de la concertation, c'est expliquer les projets et de voir effectivement les sensibiliser également à la densification. Ensuite, charge à eux, et autant que possible, si on veut arriver à faire une densification intéressante, c'est de faire en sorte que les propriétaires privés ne se renferment pas eux pour construire eux-mêmes un projet de construction, mais que ce soit vraiment un projet collectif. C'est ça l'intérêt. Donc, le conseil en urbanisme partagé, c'est ça son rôle, c'est de donner aussi tous les tenants et aboutissants aujourd'hui, et ben, justement, de la sobriété foncière et de donner des conseils, un accompagnement vers diriger, puis mettre en place certains outils, on va dire aussi, pour que là aussi, au niveau des collectivités ou des propriétaires, on puisse s'y retrouver, de faire la mutualisation de certains travaux, notamment sur l'assainissement, sur les réseaux, etc. Mais donc, voilà, c'est quelque chose qui existe depuis 2017, le conseil en urbanisme partagé des Vallons de Vilaine, oui, c'est vrai, 2016-2017. Jusqu'en 2018, il y avait un accompagnement financier de la région qui s'est arrêté. Et donc, en 2018, nous avons mis en place alors un certain niveau de. Alors, je pourrais pas j'ai pas les éléments en face de moi, mais il y a ce qu'on appelle un premier niveau de conseil qui n'était pas facturé aux communes. Par contre, quand on demande d'aller un peu plus loin au niveau du conseil sur cette partie-là, eh bien, il y a une convention de signer et donc là, il y a une facturation. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Ils nous ont accompagnés. Alors, sur cet îlot-là, ils ne nous ont pas du tout accompagnés, peut-être parce qu'on a réussi déjà à travailler sur la friche Moidon et le lotissement plein sud, où nous a accompagnés déjà, le conseil en urbanisme partagé nous a accompagnés. Là, on a décidé de faire seul avec l'EPF et les choses se passent bien. Par contre, sur d'autres projets, oui, je trouve qu'ils ont une certaine expérience, notamment sur la concertation, et ils nous donnent beaucoup d'outils et et des fois sur des notions très techniques. Ils ont déjà pas mal de savoir-faire, donc c'est intéressant de les avoir à nos côtés. N'hésitez pas à nous dire parmi vous, les participants, participantes, si cette approche du CUP, conseiller en urbanisme partagé, vous est familière et si vous en avez aussi sur vos territoires, ce sera intéressant. Une autre question pour vous, Madame Dréan, c'est sur le profil des nouveaux habitants qui arrivent sur votre commune. Est-ce qu'on est plutôt sur des jeunes actifs entre 20 et 40 ans ou plutôt une tranche d'âge plus élevée, disons à partir de 50 ans? Alors, ce qui se voit, je pourrais vous dire, alors il y a un petit peu de tout, on va dire, parce qu'il y a des personnes effectivement qui viennent pour leur travail, hein, finalement, sur la commune. Mais vous voyez l'expérience, sur la tranche 1 du lotissement plein sud, nous avions 29 lots. Sur les 29 lots, il y a 6 logements sociaux. Et sur le reste, je dirais qu'il y a la moitié, ce sont des personnes qui étaient propriétaires de maisons à Grand Fougeray, mais des maisons trop grandes ou des terrains justement trop grands, qui ont décidé finalement d'acheter un terrain beaucoup plus petit, parce qu'on a des terrains, ça commence à 250, 260 mètres carrés jusqu'à 450, 500 les maximum. Sur les 29 premiers lots, c'est tous les petits terrains, les plus petits terrains qui sont partis en premier. On a 20 lots de réservés sur les 29. Là, par contre, en l'espace de 15 jours, j'en ai eu 4 de réservés là. Donc, on ne sait pas pourquoi, là, ça repart. Donc, on a 4 de réservés. Et c'est essentiellement, alors, soit c'est des personnes, effectivement, d'un certain âge qui reviennent habiter sur Grand Fougeray, et donc qui achètent des petits terrains pour acheter une maison, ou des personnes qui étaient déjà propriétaires de Grand Fougeray. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que leurs maisons qu'ils ont vendues sur Grand Fougeray, c'est que des jeunes couples qui sont arrivés. Merci pour ces éléments de réponse. J'espère que ça aura répondu à votre question, Monsieur Derval. Euh, on va prendre peut-être juste deux dernières questions parce qu'on arrive au bout de notre timing. Quelle est la taille des parcelles?
Alors, les parcelles en question, là, sur lesquelles on travaille, là, aujourd'hui, sur les berges du ruisseau, Oui, j'imagine. j'ai pas le détail des parcelles, mais elles sont, Ah non, pardon, euh, sur les parcelles d'ores et déjà vendues. pour le lotissement plein sud, c'est autour de 350-400 mètres carrés. Entre les 300 et 400 mètres carrés. Mais plutôt 350, 400, 450. Celles qui font 500 sont pas parties encore. D'accord. Oui, ce que vous disiez. Et Euh, les logements sociaux, c'est les plus petits, elles font entre 250 et 270 mètres carrés. d'accord. C'est vraiment intéressant d'avoir ces sortes de grandeur. Merci. Et peut-être vraiment une toute dernière question. Suite à ce partage de retour d'expérience, quels conseils et quels points de vigilance vous donneriez à vos homologues avec le recul que vous avez aujourd'hui? Quel conseil? Je pense qu'il faut pas avoir peur non plus. Je reviens un petit peu sur les a priori un petit peu au départ des élus du conseil municipal qui disaient: Attention, on fait un espace, voilà, on a un secteur d'études, comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils sont vendeurs? Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir des voisins derrière chez eux? Est-ce qu'ils veulent vendre leur terrain? Je pense qu'il faut oser, faut aller les voir, faut aller en discuter avec, individuellement. Alors on peut faire une présentation globale du projet, mais après je pense que c'est chacun, il faut aller vraiment faire une démarche individuelle. Après, par rapport à ce que disait tout à l'heure, est-ce qu'on va aller en expro si certains ne veulent pas vendre? Pour l'instant, non. Mais peut-être qu'ils sont pas vendeurs aujourd'hui, mais qu'ils auront ça dans le coin de leur tête à un moment ou à un autre et que, bon, finalement, on va pouvoir les recontacter plus tard. Ce qui est intéressant, nous, dans notre comment, dans les berges du ruisseau du château, là, c'est que la plus grande parcelle, c'est nous qui en serons les propriétaires. Donc là, déjà, le fait qu'on construise quelque chose, ça va peut-être donner envie, finalement, aux autres personnes de se dire: «Bah, il faut pas qu'on soit, plus bête que ça, peut-être que c'est, puis il faut pas il faut les gens commencent à réfléchir, de se dire quand on a alors, dans cet secteur-là, les personnes qui sont venues nous voir, on l'a il y a des personnes qui ont 70-72 ans, il y en a d'autres qui ont que 50 ans. Donc mais ils commencent à réfléchir, se dire: «Bah oui, nous, nos enfants sont pas là, c'est pas forcément un terrain qui vont il y aura la famille ne sera pas forcément intéressée» et que le terrain commence à devenir trop grand et c'est dommage finalement, bah, de pas faire profiter finalement de ce terrain donc et puis surtout, c'est de se faire accompagner. Nous, on a eu de la chance également, l'EPF nous a accompagnés pour la friche Moidon. Ils nous ont accompagnés pour ce secteur-là également. Il y a le conseil en urbanisme partagé, c'est vrai, qui est enfin, je dirais un service, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés et je pense qu'il faut se faire accompagner. Mais surtout, il faut déjà aussi que les élus du conseil enfin, il faut que tous les élus soient convaincus également, c'est eux les premiers ambassadeurs. J'ai vu passer aussi une question là sur le prix du mètre carré. Alors je pense que c'est pour notre lotissement plein sud, pas pour celui-là pour l'instant, pour le projet Les Berges du Château, mais les autres, on est à 90 € TTC le mètre carré. Impeccable. Comme ça, nous n'aurons pas de frustration. Vous avez réussi à répondre à l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Merci beaucoup. C'était très clair, très inspirant. On espère que ce témoignage, voilà, vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion. Pour le mot de conclusion, je redonne la parole à Nathalie Chargy pour vous faire un rappel rapide sur les ressources. Merci beaucoup, Madame Drian. Oui, un grand À merci vous. Madame Drian pour ce témoignage. C'était vraiment très intéressant. Beaucoup de fils à tirer dans votre retour d'expérience et j'espère effectivement que nos participants et les personnes qui vous verront en replay pourront en bénéficier et utiliser les différents leviers que vous avez pu identifier et expérimenter. Merci à tous de nous suivre dans cette aventure des territoires innov et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce webinaire. Vous avez dû recevoir un message dans vos boîtes ou vous allez recevoir un message dans vos boîtes de manière imminente pour pouvoir donner votre avis à chaud sur ce webinaire. N'hésitez pas à l'exprimer, ça nous intéresse toujours de savoir comment vous avez perçu ces retours d'expérience. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver le support de présentation de l'expérience de Grand Fougeray sur la page internet du site de l'Adréal Bretagne dédié au territoire innov. Si vous ne retrouvez pas le lien que je vous ai reposté dans le fil de discussion, c'est simple, vous pouvez y accéder directement depuis la page d'accueil du site internet de l'Adréal. Vous y retrouverez, comme je vous le disais, toutes les ressources produites depuis la création du cycle en 2020. N'hésitez pas à aller fouiner dans cette page. Il y a beaucoup de pépites. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et vous donne rendez-vous en 2020 pour poursuivre l'aventure des territoires innovants.